des gens qu'il faut changer par la communication. Alors, un contre-exemple, l'exemple que donne couramment Daniel Fabre, par exemple, sur les étudiants de médecine en France fument plus à la sortie de leurs études qu'au début. Pourtant, il y a eu pas mal de communication et d'informations sur le tabac. Donc, comme quoi, c'est pas suffisant ce postulat, d'une, et de deux, s'accorder sur une vision unanime comme objectif, ça a été souvent un prétexte à un pouvoir pour exercer un pouvoir. Donc, sur ces deux postulats, fait que je m'interroge sur est-ce que on n'est pas, où est la limite entre éducation, manipulation au travers de systèmes de communication? Oui, oui. En fait, je réagis ou j'attends? Je sais pas. Je réponds? Allez-y. D'accord. En fait, je suis donc, comme je l'ai dit, spécialiste un petit peu de la communication et de la publicité. En fait, d'après plusieurs auteurs, entre autres Bourdieu et entre autres Evie Goffman, la publicité, en général, la publicité, la communication, c'est le reflet de la société. Et en même temps, elle dicte des comportements. Ça, c'est clair et net. Donc, on peut jouer avec ce constat. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des représentations sociales qui sont dans la société, et en même temps, avec de la créativité, avec des mots, on peut justement dicter des comportements. Donc, maintenant, avec la mondialisation, etc., on voit la façon de s'habiller, la façon de manger, tout ça est dicté par la publicité. Donc c'est dans ce sens de dicter les comportements qu'il faudra utiliser la publicité, mais dans un sens de créativité, avec l'humour, avec plein de, justement, la publicité donne justement plusieurs terrains pour y arriver. Donc il y a l'humour, il y a le truc, sauf il ne faut pas être choquant, justement, c'est pour ça à mon avis. La deuxième question, j'ai oublié. Sur la vision unanime. En fait, justement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai écrit dans le logo, c'est penser globalement mais agir localement. C'est vrai qu'il faut une vision. Il faut qu'on y ait en moins une définition plus ou moins unanime de développement durable. On ne peut pas partir comme ça. Mais chacun, selon ses valeurs, selon son milieu, peut justement accorder et ajuster les différentes valeurs selon ses principes. Donc c'est un processus. C'est pour ça que j'ai dit c'est un processus de changement culturel plutôt. Oui, alors j'ai une question ponctuelle et puis une remarque un peu plus générale sur l'éducation au développement durable en tant que telle. Alors, la question ponctuelle, c'est pour Alain. Là, tu as posé deux tableaux dans lesquels il y avait une case vide. Et les items qui faisaient qu'il y avait des cases, c'était l'occurrence des mots. Donc combien de fois ils avaient été proposés par les 19 et l'autre c'était la moyenne, enfin le rang dans lequel ils arrivaient. Bon, or c'était pas les mêmes dans les deux tableaux, c'est-à-dire que le premier tableau c'était 3,8 et donc il y avait deux mots dans la première case et l'autre c'était 2,9. Or si tu avais mis 2,9 à la première, alors je pense qu'elle était vide, ou inversement si tu avais mis 3,8 dans le deuxième tableau, elle n'aurait pas été vide. Donc, j'ai l'impression, bon, c'est un point ponctuel, hein, mais j'ai l'impression que pourquoi prendre ces chiffres-là et est-ce que la case vide, elle n'est pas le résultat de ce choix finalement? C'est un choix méthodologique du rang moyen-moyen. Ah d'accord. C'est le rang moyen-moyen qui... Donc c'est ça qui détermine le chiffre. D'accord. Ok. Ma remarque un peu plus générale. C'est une petite anecdote, il y a quelques années, 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus trop, j'ai participé à un séminaire qui était organisé tous les ans, les directeurs généraux d'agences régionales de l'INSEE font un séminaire de 3 jours, et cette année-là, ils avaient décidé de faire un séminaire sur le développement durable, parce que l'INSEE, Institut national de la statistique, ils font rien sur le développement durable. Et donc ces gens-là disaient, quand même, nous on est des statisticiens, c'est notre boulot, c'est étonnant qu'on parle du développement durable partout dans la société, et que finalement, nous on n'en fait pas du tout. On s'intéresse pas au sujet, donc on aimerait savoir qu'est-ce que c'est que ce truc, le développement durable dont tout le monde parle. Donc ils avaient organisé ce séminaire, et on m'avait demandé de faire la conférence introductive. Donc je fais la conférence, alors le thème c'était qu'est-ce que le développement durable et comment le mesurer. Donc je fais la conférence, et en gros je dis, 1 heure, et je dis, le message de global c'était, on en parle beaucoup et on fait pas grand-chose. Bon. Je finis mon truc et puis il y a deux personnes viennent me voir, me disent votre discours c'est pas ce qu'on entend habituellement, c'est rien dit, c'est décapant. Alors
Très bien, pourquoi pas, mais en même temps, je connais les gens. Il y en a un, c'était le vice-président du Conseil du développement durable auprès du ministère de l'Environnement, et l'autre, c'était le responsable de l'environnement de l'OCDE. Chacun des deux étant là pour expliquer ce que faisait le ministère du développement durable et ce que faisait l'OCDE sur ces sujets-là. Donc, ils prennent la parole après, ils expliquent que tout va bien, vous inquiétez pas, on a pris conscience des problèmes, on a mis les commissions en place, tout le monde travaille, tout va bien. Alors évidemment, les participants au séminaire qui lèvent la main, les discours sont contradictoires. Bon alors, j'en profite pour en rajouter une couche. On débat, puis on va déjeuner. Puis je déjeune avec eux, puis là ils me disent, c'est quand même, c'est inquiétant, vous avez raison, la situation est grave. Et en fait, le même individu, en 2 secondes, il passe d'un discours institutionnel dans lequel tout va bien, nickel, et un discours personnel, citoyen, dans lequel il est inquiet, et il voit qu'il y a des problèmes. Donc, du coup, l'éducation au développement durable, on s'adresse à qui? En fait, on est schizophrène. Eux sont schizophrènes. On est tous plus ou moins schizophrènes un peu sur ces questions-là. Et donc, à qui on va s'adresser? Quel discours de communication on va apporter à quel individu? Vous avez dit tout à l'heure, on a chacun ses représentations de développement durable. Non, on a des représentations multiples. Et chacun de nous, on est clivé sur ces questions-là. Donc du coup, comment on conçoit une éducation au développement durable face à des individus qui, à des moments, pensent une chose, à des moments, pensent le contraire? C'est extrêmement compliqué. D'autres questions? Si vous voulez bien vous présenter avant de... Oui. Patrick Matagne, Université de Poitiers, UFM Poitou-Charentes. Oui, je voulais juste peut-être rebondir sur la question de l'environnement. Donc, si j'ai bien compris, donc l'enquête qui a été faite auprès des professeurs stagiaires a donc, on peut dire, leur représentation du développement durable est réductible à l'environnement, d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer cette représentation, non pas comme un obstacle, mais comme un levier? Et enfin, je pensais, parce que je travaille plus avec des professeurs des écoles qu'avec des professeurs de collège-lycée actuellement. Et donc, quand on interroge les professeurs des écoles, ils disent, mais oui, quand on travaille en cycle 1, par exemple, l'entrée environnement, l'entrée naturaliste est presque une entrée, un passage obligé, parce que c'est beaucoup plus accessible pour des enfants de cet âge-là. Et puis, effectivement, quand arrive le cycle 3, le CM1, le CM2, on est invité à avoir une approche codisciplinaire sciences-géographie. Donc, on peut commencer, on part de l'environnement, puis on va un petit peu complexifier le regard qu'on porte sur l'environnement. Alors après, effectivement, ce qui est difficile, c'est que dans le 2e degré, les cloisonnements disciplinaires font qu'on n'arrive pas à aller de la codisciplinarité à la pluri ou inter ou transdisciplinarité comme on le souhaiterait. Alors, donc c'est vraiment une reconstruction didactique, mais je suis bien conscient du fait qu'on fait abstraction de tout un tas de débats épistémologiques, rupture, continuité. Enfin, je pense que il y aurait des désaccords parmi les chercheurs à ce niveau-là parce qu'effectivement, il y a sans doute pas continuité au sens épistémologique entre éducation à l'environnement et éducation au développement durable, mais là, donc, cette reconstruction didactique amènerait à faire comme s'il y avait continuité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, rapidement, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et je suis allé un peu vite, mais par exemple, dans la recherche ANR que nous menons avec Jean Simoneau et quelques autres depuis 3 ans maintenant, le titre c'est « Éducation et développement durable, appui et obstacles ». Et l'idée, c'est d'essayer justement de repérer, certes, des obstacles, mais surtout des appuis. Et lorsqu'on repère des obstacles, la question est comment faire en sorte de faire que ces obstacles deviennent des appuis. Évidemment, évidemment. Heureusement. De toute façon, parce qu'il n'y a pas lieu de dire ce que l'on trouve comme dans la tête des élèves ou des profs, ce que j'appelle les systèmes de représentation connaissance, c'est pas bien mal, c'est sauf si c'est caché, parce qu'il y a aussi des zones cachées, enfin, il y a des méthodes aussi pour essayer de creuser un peu plus que ce que j'ai montré cette fois-ci. Donc, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a en face de soi, en formation ou en enseignement. Donc, comment faire en sorte de travailler avec ce qui est là et qui n'est pas non plus homogène la plupart du temps. Donc ça pose d'énormes problèmes, mais donc on essaie en quelque sorte de réfléchir à des stratégies qui nous permettant, lorsqu'on a l'outil qui nous permet d'avoir une idée de ce qu'il y a dans la tête des formés et des enseignés, comment essayer de proposer des stratégies qui permettraient peut-être d'aller plus efficace en fonction des objectifs de l'enseignant du formateur, en fonction des contraintes, etc. etc. Une autre question?
Vous parliez tout à l'heure des petits... alors Yannick Raffetin, professeur d'SVT, vous parliez des petits gestes. Effectivement, je pense que les petits gestes, ils sont bien au départ, et notamment à l'école primaire. Mais après, j'ai un peu l'impression que lorsque les élèves quittent l'école primaire, ils sont dans une situation où tout est fait pour les déconstruire, ces gestes. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour assurer une continuité? D'abord, je n'ai pas donné de conseil. En tant que chercheur, je n'ai pas donné de conseil. En tant que formateur, enfin formateur de formateurs, on peut réfléchir avec les enseignants et les formateurs. Alors, les petits gestes, alors je pense à Jean-Marc Lange, qui vous a présenté des choses l'autre jour, hein, qui est dans la même équipe de recherche sur les mêmes problématiques. Il montrait de l'enseignement quasiment de la maternelle jusqu'à l'université que, évidemment, on ne peut pas proposer les mêmes éducations au développement durable à tous les âges. Et que, évidemment, aux âges les plus tendres, on pourrait se limiter aux petits gestes. Je dis on pourrait, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup plus. Je pense par exemple à ce que fait Michel Tozzi sur la philosophie à l'école maternelle. Donc on peut faire sans doute beaucoup plus que ça. Néanmoins, mais c'est vrai qu'à partir la question qu'on se pose quand on forme des professeurs des écoles, a fortiori des professeurs du second degré, c'est comment faire en sorte de les aider à ne pas s'arrêter aux petits gestes, même lorsque les injonctions curriculaires les y poussent. Mais comment se saisir de questions, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure dans l'atelier précédent, comment aider en quelque sorte à problématiser ces questions, à montrer les différentes rationalités, etc., et que les élèves puissent co-construire en quelque sorte des savoirs sur ces questions qui sont des questions quand même, ce qu'on appelle socialement vives, c'est-à-dire qui posent des problèmes particuliers d'investissement, etc., de difficultés, de vivacité. Enfin, moi je veux bien, en écho sur les petits gestes, ce qu'on a vu, nous, sur des études de cas en lycée, c'est souvent, sur une ou deux études de cas, des agendas 21 qui s'appuyaient sur les petits gestes, et donc avec l'interrogation sur cette pratique-là, effectivement, que ce soit limité. Mais, et du coup, moi j'ai un discours plus tolérant, j'ai envie de dire, face aux petits gestes, puisque en fait, au bout d'un certain temps, ça semble être une étape, et puis à un moment, dans le projet qui s'élabore, se questionne sur l'évaluation des actions. Donc du coup, se questionne quels indicateurs on va utiliser, etc. Et donc du coup, ça amène à ce qu'Alain appelle la problématisation des actions qui sont mises en cours. Et du coup, c'est pas une négation des petits gestes, c'est peut-être une déconstruction à un moment, mais c'est pour... ça va pas les empêcher de continuer, c'est des petits gestes plus, quoi. Hein, si je peux me... Pour continuer sur les petits gestes, je propose une interprétation de cette réponse qu'est le petit geste aux questions environnementales. Je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose, c'est faut faire des choses, qui va faire les choses, et surtout combien ça va coûter et qui va payer ce que ça va coûter. Alors la réponse à combien ça coûte, tout le monde sait à peu près que ça va coûter cher. Et d'où la question qui va payer est extrêmement importante. Alors du point de vue des ménages qui sont concernés, une réponse qui ne coûte pas cher, mais qui montre en même temps un engagement et donc qui montre une prise de conscience, c'est les 1000 petits gestes précisément. Donc les 1000 petits gestes, c'est une façon d'envoyer un signal à la société qu'on est prêt à faire des choses. Et du coup, alors, ce qui ressort des enquêtes européennes, par exemple, d'Eurostat, de façon absolue, les eurobaromètres, tous les ans, il y a des enquêtes sur tout un tas de thèmes, hein, mais notamment les problèmes environnementaux. Ce qui ressort quand vous demandez aux gens, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Alors, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes intéressés aux problèmes d'environnement? Bon, certains répondent non, mais une grande majorité répondent oui. Ceux qui répondent oui, vous leur demandez, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour l'environnement? La réponse, mais des 80% en Slovaquie, le moins c'est 40% au Danemark, je crois, quelque chose comme ça, et donc c'est des taux de réponse extrêmement élevés. La deuxième réponse, c'est 10%, c'est le tri des déchets. Le tri des déchets, c'est le truc qui est absolument plébiscité par l'ensemble des ménages européens pour montrer le sentiment qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour l'environnement. Évidemment que le tri des déchets va pas régler les problèmes. Donc ils montrent qu'ils s'engagent, c'est un petit geste. En même temps que vous leur dites pourquoi vous ne faites pas plus, ils répondent
Eh bien, parce que je ne suis pas sûr que les autres vont faire pareil. Du coup, tant qu'il n'y a pas l'effet d'engagement, tant qu'on n'est pas certain que le petit geste va déboucher sur une coordination des actions par les autres, eh bien, on se contente du petit geste. Donc, c'est à la fois c'est positif parce que c'est le signe d'une prise de conscience. Donc, effectivement, il ne faut pas cracher sur les petits gestes. En même temps, évidemment, les petits gestes ne sont pas une solution qui est au problème à la hauteur des problèmes. Alors, dernier point là-dessus, il y a eu c'est pas des expériences, mais il y a eu quelques trucs qui ont été faits. Par exemple, comment faire pour que les gens se coordonnent un peu plus. Je crois que ça a été fait sur l'eau et ça a été fait sur l'électricité, je ne sais plus dans quel pays. On a demandé aux gens, par le biais de la télévision, pour l'électricité par exemple, de fermer tous les appareils en veille dont ils ne se servaient pas au moment où ils étaient en train de regarder la télévision. Donc les gens ont fait ça, et au fur et à mesure où les gens le faisaient, ils voyaient sur leur écran de télé la baisse de la consommation électrique du pays. Et à la fin, on est arrivé à la diminution par 2 de la consommation électrique. Donc la coordination des actions des gens, donc effectivement, petit geste qui individuellement est ridicule, a entraîné quand même la diminution par 2 de la consommation électrique. Donc ça montre que le petit geste peut être quand même non négligeable si effectivement il est multiplié par la totalité d'une population. Et ce type d'utilisation de la télé, ça pourrait être assez intéressant. Alors, je ne cherche pas qu'à la télé ça passe tous les jours parce que ce serait insupportable, mais ce serait au moins la preuve que le petit geste n'est pas inutile. Simplement, il faut qu'il soit répété de très nombreuses fois. Donc évidemment, il ne faut pas le déconsidérer. C'est plus une remarque qu'une question. Pour rebondir sur ce qu'a dit Yannick, puisque je suis professeur de SVT également, hein, on en avait discuté hier. En fait, je crois que ce qu'il a voulu dire, enfin, tu me diras, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, en primaire, il y a réellement une éducation aux petits gestes qui est bien acquise quand on arrive en fin de primaire chez les enfants. Et puis ensuite, quand on arrive au collège, ça se perd. Et je crois que le problème, là, il est dans le fonctionnement même du collège. Parce que dans un collège, il y a un problème d'exemplarité, là, hein, vraiment. Hein, c'est-à-dire que des collèges Agenda 21, il n'y en a pas beaucoup en Auvergne. Et je crois que tant qu'on n'arrivera pas à avoir des collèges avec un fonctionnement qui permette aux enfants, enfin aux élèves de poursuivre ces petits gestes, on n'y arrivera pas. Et il y a des choses simples à faire, hein, mais bon, on le voit tous les jours. Moi, ma fille est en collège, les petits gestes, elle n'a pas le temps de les faire, hein, c'est impossible, hein, parce que rien n'est fait pour ça. Et ne serait-ce que pour, enfin, il y a le tri des déchets, il y a l'utilisation des papiers, mais ne serait-ce que des gestes de base, même de respect des élèves entre eux. Enfin, ça passe par tout ça, quoi. Et là, il y a un gros travail à faire au niveau de l'institution scolaire, hein, parce que ça s'est perdu, et c'est dommage parce que c'est perdu tout ce travail en amont, et on a l'impression qu'il est complètement perdu. Je pense qu'ils ont d'autres priorités. Je vais juste faire pas une réponse parce que ce serait très prétentieux, mais juste une remarque à Gilles Rotillon pour le problème des déterminants individuels et des déterminants professionnels. En fait, ça pose la question de savoir comment on communique avec ces gens-là. Qu'est-ce qui emporte la décision? Est-ce que ce qui emporte la décision, c'est si on s'adresse au papa, aux mères, ou est-ce que on s'adresse aux professionnels? De façon, je ne sais pas si ça a été cherché de façon empirique, face à des communautés de mères. Ce qui emporte en général la décision, c'est le déterminant individuel, bien plus que le déterminant professionnel. Mais c'est complètement empirique, je crois que ça nécessiterait d'être véritablement cherché, prouvé, analysé dans différents contextes. Voilà. Mais j'ai vu les deux. J'ai vu tout et son contraire là-dessus. C'est pour ça que je dis, je ne m'aimerais pas de donner une réponse. Je pense que c'est plutôt une voie de questionnement et de recherche. Merci, on vous laisse faire la pause bien méritée.